Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing, donc le traditionnel du jeudi. Alors aujourd'hui, une configuration d'une certaine façon habituelle. Nous sommes trois en présentiel, vous pouvez voir, et puis Igor est en distanciel, mais nous rejoindra donc très bientôt quand on lui passera la parole. Alors, la petite nouveauté aujourd'hui, c'est que ce n'est pas Arnaud ni Igor qui vont prendre la parole pour commencer, mais notre directeur Pavel, qui, général, directeur général Pavel Directeur Chinsky, maréchal, me voilà. nous voilà, il va nous parler d'une question qui a beaucoup agité tout le monde à Moscou et un peu en dehors de Moscou, celle de la directive européenne qui a ressurgi tout à coup alors qu'apparemment elle existait depuis octobre 2022, mais elle semblerait être mise en application avec un certain zèle par les Allemands et semble-t-il les Baltes maintenant, Pavel va nous le dire. Donc concernant les véhicules immatriculés en Russie, toute une nomenclature d'objets qu'on n'aurait plus le droit de sortir, allant de l'ordinateur au téléphone portable et jusqu'au papier toilette. Voilà, donc Pavel, nous avons besoin de tes éclaircissements. Alors juste un mot, c'est qu'on a bien entendu, on a été à l'écoute de toutes vos remarques. Nous avons tout de suite écrit à l'ambassade, à l'ambassadeur, à l'attaché douanière qui nous a répondu rapidement. Voilà. Donc, on fait un travail d'investigation qui finira par porter ses fruits. Pavel. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, nous avons un éléphant au milieu du salon, donc commençons par ausculter sa trompe. Nous avons fait un mailing juste au moment, au retour du week-end, quand en fait a été rendu public ce dont il va être question, et on va commencer en fait par expliquer le contexte. Donc, Gilles vient de le souligner. Il s'agit d'un règlement et non pas d'une directive. La nuance est apparemment à son importance à Bruxelles. Donc le règlement de 2022, numéro 833-2014, avec annexe numéro 21, qui est destiné à mettre l'accent sur un certain nombre de biens dont il conviendrait d'interdire l'exportation dans les États de l'Union européenne afin que les citoyens russes ne puissent, les ayant revendus censément en Europe, utiliser le produit de ces ventes afin de financer le conflit. C'est un inventaire à l'après-vert qui mêle des choses aussi comparables que les voitures, le papier toilette, les cosmétiques, les vêtements, les valises. Bon, donc, il faut comprendre, et c'est un point extrêmement important, que ce règlement n'a pas force de loi. Il s'agit d'un cadre qui ne peut être implémenté selon leur libre arbitre que par les États membres de l'Union européenne et très concrètement par les services douaniers des États respectifs. Donc chacun des pays euh, prend connaissance de ce règlement et ensuite décide ou non de l'implémenter. Donc, personne n'a réagi au moment où cette liste est sortie. Apparemment, elle n'a pas suscité un intérêt ni un engouement particulier. Ce qui a été l'élément déclencheur de la situation actuelle, ça a été un certain nombre de confiscations de véhicules immatriculés en Russie opérés sur le territoire allemand cet été. Un certain nombre d'ailleurs d'actions en justice ont été intentées par les propriétaires des dix véhicules afin de briser cette confiscation jugée abusive. Une FAQ, Frequently Asked Question, donc une réponse à des questions, a été donc décidée par l'Union européenne à la fin de la semaine dernière, qui d'un seul coup a mis les projecteurs sur ce fameux inventaire à l'après-vert, cette fameuse annexe numéro 21, et provoquant un véritable déluge de questions auxquelles il est extrêmement difficile de répondre parce que vous avez l'habitude, vous qui nous suivez depuis longtemps, le propre de tout régime de sanctions n'est pas de créer un mode d'emploi facile à respecter et donc facile à contourner, mais de créer un climat d'incertitude. Donc la plupart des termes utilisés dans cette FAQ européenne sont risque de, sont supposés, pourrait provoquer, etc., etc.
Donc, personne ne sait réellement, d'une part, qui va réellement mettre en pratique ces restrictions, et ensuite, quels seront les produits réellement concernés. Il est bien évidemment ridicule de confisquer, à supposer que des Russes voyagent aujourd'hui avec du papier toilette, de leur confisquer ces rouleaux. Donc, une deuxième FAQ a été euh, publiée pas plus tard qu'hier, qui revient et modère le propos de la première FAQ en expliquant que les autorités européennes ont parfaitement conscience que certains produits sont plus susceptibles de financer l'effort de guerre que d'autres. Il s'agit au premier chef des véhicules. Il a été écrit noir sur blanc sur cette deuxième FAQ que vous pouvez consulter, c'est en libre accès sur Internet, que des produits vestimentaires ou des produits d'hygiène légers clairement destinés à une consommation personnelle ne sauraient faire l'objet de telles mesures confiscatoires. Encore un élément qui effectivement est important dans ce contexte, c'est les réactions d'un certain nombre de pays au jour actuel. Nous avons une réaction des autorités allemandes et ainsi que des États baltes. L'Estonie a été le premier à dégainer, expliquant que une voiture immatriculée en Russie, c'est notamment sur ce point-là que les Estoniens ont insisté, une voiture immatriculée en Russie, quelle que soit la nationalité de son conducteur, qu'il soit russe, français, estonien ou malgache, serait confisquée, pourrait faire l'objet d'une confiscation. Je reviens à ce que j'ai dit, on est toujours au conditionnel, mais aurait de très fortes chances d'être confisquée si elle franchissait la frontière. Donc, notre premier message, amis automobilistes qui ébahis comme nous le sommes tous par le prix des vols et des billets d'avion, ne rentrez pas dans les États baltes avec une voiture immatriculée en Russie. Vous courez de forts risques. Pour le reste, c'est-à-dire encore un élément important dans la deuxième FAQ, rien n'était dit sur les smartphones et les ordinateurs portables qui sont listés dans l'annexe 21. Donc, on ne dit pas, on ne revient pas sur le fait de savoir si ces objets peuvent ou non être considérés comme des produits d'exportation ou des produits de consommation courante. Euh, Après un certain nombre de discussions, je pense que nous pouvons nous dire qu'il y a de fortes, de bonnes raisons d'être raisonnablement optimiste. Vous voyez, je modère mon propos sur le fait que l'on puisse effectivement voyager avec ses téléphones portables et ses ordinateurs. Euh, il est peu probable qu'il y ait des cas de confiscation. Nous avons également fait un audit rapide des forums en ligne et des réseaux sociaux pour voir un peu ce que nous disent les gens qui, ces 2, 3, 4 derniers jours, ont franchi les frontières en question. Il y a réellement des problèmes avec les véhicules, des gens des gens dont les véhicules ont été arrêtés, qui ont fait l'objet de procédures. Une personne russe a expliqué qu'on lui a confisqué ses noix alors qu'elle rentrait dans l'un des États baltes. Rien de plus à ce stade. Donc, primo, s'il y avait quelque chose de très simple à retirer de cette situation, le règlement européen n'a pas force de loi, c'est une force de proposition. Chacun des pays est libre de l'appliquer de la manière dont il le juge utile. Secondo, la seule restriction réelle concerne l'entrée de véhicules en Allemagne et dans les États baltes, de véhicules immatriculés en Russie, et ce, quelle que soit la nationalité du conducteur de l'automobile. Et troisième chose, un facteur d'optimisme, c'est que en ce qui concerne les effets personnels, et je m'engage un peu, mais j'ai des bonnes raisons de le faire, les smartphones et les ordinateurs portables, euh, je ne pense pas que l'on court de risque de confiscation, que l'on soit français, russe, quelle que soit notre nationalité. Voilà ce qu'on peut vous dire pour l'instant. Dès que nous aurons des éléments nouveaux, nous les communiquerons également sur les réseaux sociaux et par mailing si l'intérêt de la chose nous le semble mériter. Merci, Pavel, de ce point. Alors, moi, j'ai vu passer tout à l'heure une intervention d'un responsable finlandais qui disait qu'il ne comptait pas interdire les voitures, ni les saisir, donc. Visiblement, il est possible de passer par la Norvège, qui par nature ne fait pas partie
de l'Union européenne, mais ça fait un grand détour, on va dire comme ça. Et puis, même si vous passez par la Finlande, il n'en reste pas moins que si ensuite vous entrez en Allemagne, la douane volante allemande peut tout à fait confisquer votre véhicule de la même façon. Tu seras d'accord avec moi sur le fait que l'essentiel est de ne pas essayer de rentrer à pied par le pays que tu sais. Oui, bah et que tu as fréquenté il n'y a pas si longtemps, assidûment. Il y a aussi alors tout un tas de questions qui nous ont été posées, que nous nous posons nous-mêmes. Si pour l'instant, ça concerne que les voitures, tant mieux d'une certaine façon, mais si ça concerne le reste, quid d'un voyageur passant par la Turquie, arrivant à Francfort ou à Paris, lui saisit-on théoriquement et potentiellement son ordinateur, ses chaussettes et sa valise. Tout ça n'est pas clair du tout. Et d'un point de vue purement français, nous n'avons pas encore les réponses de nos autorités, que ce soit consulat, attachés douanières ou les autorités françaises directement. Elles ne se sont pas prononcées et nous attendons avec impatience qu'elles le fassent. Voilà, on va reprendre le fil de notre brief habituel avec donc Arnaud qui va commencer sur les sujets politiques et économiques. Et puis donc ensuite, donc Igor repartira sur les questions diplomatiques et autres avec quelques sujets liés à la Corée du Nord notamment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Quelques nouvelles d'économie, en effet, avec le ministère russe du développement économique qui a publié ses nouvelles prévisions de croissance. Euh, il table désormais sur une hausse du PIB de 2,8% cette année. Dans sa précédente prévision, il était question de plus 0,2%. Euh, c'est en ligne avec ce que je disais ces derniers jours, hein. J'évoquais une trajectoire de croissance située entre 2,5 et 3%. C'est désormais repris à son compte par le gouvernement russe. Par ailleurs, les services de M. Rechetnikov voient le baril à 83,5 puis 85 l'année prochaine. Le rouble à 85, pardon, le dollar à 85 roubles sur l'ensemble de l'année 2023 et 90 en moyenne l'année prochaine. L'inflation devrait atteindre 7,5% cette année selon le même ministère de l'économie russe, donc, et ralentir à 4,5% l'année prochaine. Pour 2024, le gouvernement russe dit attendre une croissance de 2,4%. Autant la prévision de croissance pour cette année, et on a une bonne visibilité puisqu'on est déjà aux 2 tiers, semble crédible, autant celle rendue publique au de 2024 paraît optimiste de l'avis général. On devrait plutôt être entre 1% et 1,5% l'année prochaine, mais nous verrons bien. Quelques nouvelles du budget fédéral qui a été exécuté en août avec un excédent, ce qui rend plus réaliste les objectifs du gouvernement russe de, de contenir le déficit entre 2 et 2,5%. Donc la trajectoire budgétaire est en train de s'améliorer en Russie du fait de rentrées plus importantes et d'un certain ralentissement des dépenses. On a parlé déjà du Forum économique oriental de Vladivostok qui s'est tenu la semaine dernière. Il y a eu de nombreuses annonces économiques, politiques, des à-côtés diplomatiques qu'évoquera Igor. Je retiens entre autres une déclaration de Rosatom, le grand groupe nucléaire public, qui envisagerait de construire une centrale nucléaire en Extrême-Orient. Enfin, quelques chiffres et un sondage, une enquête réalisée par Superjob qui nous révèle que les Russes disent en moyenne avoir besoin de 200 000 roubles par mois pour être heureux. Et c'est à mettre en perspective avec le revenu moyen des habitants qui se situe, d'après Rostat, à 47 800 roubles par mois. Donc on est à 25% du chemin, du bonheur. 25% du bonheur, c'est ça. Enfin, et c'est peut-être le sujet le plus important, celui d'une
éventuelle renationalisation de masse. C'est un sujet que l'on voit monter, qui manifestement agite les élites économiques et politiques russes. Ce sont principalement les initiatives du parquet général visant à annuler l'achat du groupe énergétique Sibeko, achat par l'oligarque Melnytchenko qui remonte à 2017, ainsi que la remise en cause de la privatisation qui, elle, remonte aux années 90 de Metafrax, qui est un des principaux producteurs de méthanol. Eh bien, ce sont ces deux décisions qui sèment le doute. Plusieurs responsables russes se sont exprimés sur le sujet. D'abord, le président du RSPP, M. Shokhin, qui s'est dit inquiet dans un entretien accordé au quotidien RBK. Le président de Sberbank, Herman Greff, et celui de Roussal, Oleg Deripaska, ont également mis en garde contre la tentation de rouvrir euh, ce dossier qui est évidemment explosif. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Maxime Reshetnikov, que j'ai évoqué précédemment, ministre de l'économie, s'est lui aussi déclaré contre tout processus de remise en cause de la privatisation. Mais évidemment, la parole la plus importante, c'est celle du président Vladimir Poutine, qui s'est senti obligé de s'exprimer sur le sujet. Il a dit, je cite, il n'y aura pas de déprivatisation. Évidemment, il faudra voir si le parquet général euh, suit cette indication présidentielle. On peut douter en réalité que cette parole rende totalement confiance aux acteurs économiques. C'est un sujet qui, encore une fois, s'est réinvité de façon un petit peu surprenante dans les débats économiques et politiques en Russie ces dernières semaines. Quelques mots des élections locales, régionales qui se sont tenues en fin de semaine dernière. Que peut-on retenir? D'abord que les gouverneurs sortants et ceux qui avaient été nommés par intérim au printemps par le Kremlin ont été élus, que Russie unie reste à la tête de 19 régions sur les 21 concernées par ces scrutins, les deux autres étant dans l'escarcelle des communistes, les régions d'Oriol et la République de Khakassie. Un taux de participation un peu plus élevé que la dernière fois, avec, bon, je passe le détail de la géographie électorale, mais des régions où on a moins voté, en Extrême-Orient, et puis des régions très particulières, hein, les régions annexées l'année dernière, où apparemment le taux de participation était particulièrement élevé, entre 65% et 76%. À Moscou, sans surprise, le maire sortant, Sergei Sobyanin, a été réélu avec plus de 76% des voix. Euh, En ce qui concerne les élections, non pas des gouverneurs, mais des assemblées régionales, on enregistre des résultats assez proches, dans le sens où Russie Unie arrive en tête dans toutes les régions, sauf en Khakassie, où les communistes sont en tête. Alors, on peut dire, et beaucoup le disent, écrivent en Russie, en Occident, que ces élections n'étaient pas très importantes. Euh, En fait, il y avait des enjeux. Il y a toujours des enjeux en Russie, même si les élections et les scrutins sont très encadrés. On se souvient de 2018, hein, d'un vote protestataire qui avait empêché 5 gouverneurs sortants d'être réélus. Donc, euh, avec tous les bémols et toutes les précautions d'usage, évidemment, on peut quand même dire que ces élections révèlent des choses à la marge. Et en l'occurrence, on peut penser que le pouvoir russe sort plutôt renforcé de cette séquence politique. En tout cas, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de problème particulier à la veille d'un autre cycle politique, autrement plus important, dont le point d'orgue sera la présidentielle du 17 mars 2024. Deux autres nouvelles, informations ou rumeurs. La presse américaine, notamment le Wall Street Journal, qui, citant des sources anonymes, estime que l'opposant Alexei Navalny pourrait être inclus dans un échange à venir, un échange de prisonniers, et que en échange de Navalny, le Kremlin chercherait, encore une fois je parle au conditionnel,
à obtenir la libération de Vadim Krasikov, qui a été condamné il y a 2 ans à la perpétuité par la justice allemande pour le meurtre d'un militant géorgien d'origine tchétchène à Berlin en 2019. Cette information, ces éléments ont été démentis formellement par le ministère russe des Affaires étrangères, qui parle d'invention. Et enfin, un élément d'ambiance, si j'ose dire, une statue de Félix Dzerzhinsky, le fondateur de la Tchéka, la police politique de l'Union soviétique, a été installée devant le siège du SVR. Il s'agit d'une copie à échelle un peu moindre de la statue qui était jusqu'en 91 place de Loubianka. Donc voilà, ça donne un petit peu d'indication sur l'air du temps. Ce n'est pas la seule statue de Dzerzhinsky à Moscou. Il y en a une dans la cour de la police criminelle, rue Petrovka. Hommage à Félix Edmontovitch. Est-ce que ça a fait réagir quand même? Moi, ça m'a honnêtement euh, renversé un peu, si je peux dire, cette érection de statue de Dzerzhinsky après après la fermeture de Mémorial. Comment est-ce que la société russe réagit à ça? On va éviter les jeux de mots, même si tu prêtes le flanc, si j'ose dire. Peu de réactions en réalité. Il est possible que beaucoup de Russes, ces jeunes, ne sachent pas qui vraiment est Dzerzhinsky ou ce qu'il représente en tout cas. Ça, je ne l'exclurai pas. Et ceux qui savent et qui vivent en Russie préfèrent ne pas faire de commentaires. Il ne faut pas sous-estimer le nombre de personnes en Russie, et pas seulement, qui confondent Staline et Stallone. Oui, effectivement, et Lénine et Lénine, enfin voilà. Euh, on a deux autres questions. Euh, Dans un des très bons comment, envois de l'Observatoire, il y a la reprise d'un article qui parle de du manque de mazout, enfin de gasoil pour les tracteurs dans le sud. Et ça a l'air assez dramatique d'après l'article. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un pays producteur soit dans cette situation? Alors, il y a plusieurs problématiques. Effectivement, il y a plusieurs raisons aussi. Il y a, je dirais, la cuisine interne entre des acteurs du secteur pétrolier. C'est lié à la fiscalité du pétrole en Russie. Le gouvernement russe, ces derniers mois, compensait les pertes enregistrées par les compagnies qui vendaient du diesel, du gasoil sur le marché intérieur par rapport à ce qui aurait été leur vente sur le marché extérieur. Bon, tout ça coûte assez cher et a un effet assez limité dans un contexte où les prix du pétrole montent. Donc, certaines compagnies pétrolières euh, ne jouent pas forcément tout à fait le jeu, continuent d'exporter ou mettent leur raffinerie en maintenance. Euh, donc voilà, ça fait partie des négociations en cours entre le gouvernement, M. Novak en particulier, et les compagnies pétrolières sur la fiscalité de façon générale et plus spécifiquement sur les mécanismes de compensation versés par le gouvernement aux compagnies qui vendent du gasoil sur le marché intérieur. Mais évidemment, ça pose un problème dans un contexte de récolte, et le ministre Patrouchev, ministre de l'Agriculture, s'en est inquiété. Donc on verra dans les semaines qui viennent. En tout cas, c'est un sujet qui est désormais sur la place publique, en tout cas qui est sur la table du gouvernement. Ça dépasse le cadre des discussions entre acteurs du secteur énergétique. Euh, donc rien d'absolument dramatique, mais il y a dans les semaines qui viennent des arbitrages fiscaux qui devront être faits. L'autre sujet qui en réalité est lié, c'est celui de l'augmentation des prix de l'essence en Russie. Ça, c'est un sujet qui est explosif, c'est le cas de le dire, un peu comme il l'a été en France, et continue de l'être d'ailleurs, en France, où, je le rappelle, il y a eu des mécanismes là aussi de remboursement ou de modération tarifaire unilatérale consentie ou imposée aux compagnies pétrolières.
Merci. Alors concernant Navalny, c'était assez intéressant ces bruits qui courent. Est-ce que on peut imaginer que Navalny, dont on sait qu'il était revenu volontairement en Russie, sachant très bien le destin qu'il attendait, accepterait d'être l'objet d'un échange? Et s'il ne l'est pas et qu'il est expulsé, est-ce qu'on ne retombe pas dans ce qui était l'expulsion des dissidents à l'époque soviétique? Encore une fois, restons prudents puisque ça a été démenti par les autorités russes. Euh, Personnellement, je doute que Navalny accepte d'être échangé si tant est que le sujet soit sur la table. Euh, Si jamais l'État russe considérait que c'était son intérêt de procéder à un tel échange, je pense que... Alors après, il y a les Occidentaux, évidemment, hein, qui pourraient, si Navalny refuse, dit, je ne veux pas être échangé, il est très difficile pour les Occidentaux d'organiser un échange. Je pense que ça peut être effectivement le principal obstacle, encore une fois, si cette information devait se confirmer. Merci beaucoup. Oui. Avant de passer la parole à Igor, je vais lire l'intervention de nos auditrices. Je suis très étonné de cette méconnaissance, donc la nôtre, j'imagine, concernant le statut juridique d'un règlement européen, particulièrement celui de 133-2014. Les règlements sont des actes juridiques définis à l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ils revêtent une portée générale, sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans tous les États membres de l'Union européenne. Alors, c'est possible, je connais mal effectivement les règlements. Force est de constater néanmoins que les États ne me semblent pas penser qu'ils soient directement applicables pour tout le monde, puisque visiblement les Finlandais ont décidé qu'ils laissaient rentrer les voitures et qu'un tas d'autres pays ne se sont pas prononcés. En tout cas, il y a un élément d'appréciation des États membres, ça c'est très clair. Oui, chère madame, il ne faut pas vous étonner de manière aussi véhémente, et en tout cas, il faudrait prendre connaissance des documents avant de, de subir des émotions aussi fortes. Ça peut être dangereux. Donc, après l'élément pratique qu'a communiqué Gilles, je vais vous donner un élément théorique. Je vais lire en traduisant devant vous de l'anglais le point 13 de la deuxième FAQ numéro 833/2014 du 12 septembre 2023. Donc, voici le premier paragraphe du point 13, chère madame. Concernant la loi de la Cour européenne de justice, les sanctions nécessitent d'être interprétées largement parmi d'autres raisons afin d'assurer l'efficacité des interdictions adoptées et de prémunir de leur contournement. C'est aux autorités nationales compétentes de considérer chaque situation et d'implémenter les interdictions de la manière opportune. Voilà, donc rien d'obligatoire, ne vous étonnez pas pour si peu. Voilà, il y a comme souvent toujours une différence entre la théorie et la pratique. Voilà, fin du sujet européen, sauf si Igor veut en rajouter une couche. Donc n'hésite pas, nous t'écoutons. Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par l'actualité autour du G20, puisque le G20 s'est tenu en Inde, à Delhi, les 9 et 10 septembre derniers. Hein. Je vous en avais parlé dans les séances précédentes des discussions qui se profilaient donc à l'horizon, des enjeux autour de l'agenda du G20. Je rappelle que l'Inde, dans les semaines et mois qui précédaient donc ce G20, avait clairement fait comprendre qu'elle ne souhaitait pas que l'Ukraine domine l'agenda des discussions. D'ailleurs, aucune délégation ukrainienne n'était invitée à participer à ce sommet. Euh, le sommet donc a rassemblé les chefs d'État et de gouvernement de ce groupe des 20, moins le président Poutine, dont on avait annoncé hein, qu'il ne prendrait pas part aux discussions, parce que c'est Sergei Lavrov qui a été envoyé en Inde pour représenter la Russie. Et on a aussi remarqué l'absence du président chinois, M. Xi Jinping, qui a également annoncé qu'il ne prendrait pas part à ce sommet. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce sommet pour ce qui nous intéresse, hein, pour ce qui nous concerne? Bon, tout d'abord,
le fait qu'il y a eu, comme il fallait s'y attendre, d'âpres discussions et négociations autour du phrasé du communiqué final. Hein, comme toujours, c'est le grand enjeu de ces discussions, c'est qu'il faut qu'il y ait un communiqué final, parce que déjà, s'il n'y en a pas, c'est mauvais signe. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle le wording, hein, en bon français, de ce communiqué, pour ce qu'on en a su. Et alors, ce communiqué a finalement abouti sur une tournure très édulcorée concernant l'Ukraine, puisque en ce qui concerne la qualification du contexte en Ukraine, on parle de guerre en Ukraine et non pas, par exemple, de guerre de la Russie contre l'Ukraine ou de toute autre terminologie qu'on trouve d'habitude, notamment dans les communiqués du G7, mais pas simplement. Et donc, on sait que les pays du G7 avaient notamment ont cherché à ce que la Russie soit explicitement condamnée et désignée dans ce communiqué final, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Sergueï Lavrov a parlé de succès, hein, pour ce G7. Alors, pas seulement, à mon avis, à cause du communiqué final, mais aussi parce que l'Union africaine a été admise en tant que membre de plein droit du G7. Donc, évidemment, du point de vue de la diplomatie russe, c'est plutôt une bonne chose, hein, puisque ça va diluer un peu plus le facteur occidental dans ce forum qu'est le G20. Ça va dans le sens de ce qu'on appelle en Russie la désoccidentalisation des affaires du monde, la fin du monopole occidental, etc., etc. Donc finalement, ça s'agence plutôt bien avec la vision du monde telle qu'elle est conçue depuis Moscou. Alors, cela dit, sur ce communiqué final, il ne faut pas non plus surinterpréter cette reculade du G7, puisque pour les diplomaties, enfin les diplomates du G7, fidèles à la tradition multilatéraliste, le processus compte plus que le résultat. Autrement dit, il est plus important d'avoir un texte voté à l'unanimité, en tout cas qui a été rédigé selon la règle du consensus, plutôt que ne pas avoir de texte. Et par conséquent, on est plus, je dis, voilà, dans cette tradition dans laquelle le processus finalement l'emporte quelque part sur le résultat de ce type de négociation. Deuxième élément, c'est évidemment l'actualité autour de la Corée du Nord et de la visite du dirigeant nord-coréen dans l'extrême-orient russe. Hein. Monsieur Kim Jong-un est arrivé le 12 septembre, donc à la région du Primorié, était accueilli par le gouverneur local. Puis le 13 septembre, il a donc été reçu au cosmodrome Vostochny par le président russe Vladimir Poutine. On sait que les discussions ont tourné sur la coopération économique bilatérale, sur la coopération humanitaire, sur le spatial, hein, il était quand même un cosmodrome, et également sur les enjeux de coopération militaro-technique, alors que j'avais évoqué lors du précédent briefing. Alors, sur le spatial, il y a quand même un contexte, puisque la Corée du Nord a échoué à mettre en orbite un satellite cet été, au mois d'août, je crois. Donc évidemment, le fait de recevoir le dirigeant dans un cosmodrome, ce n'est pas totalement anodin. Manifestement, d'après Kim Jong-un, la Russie pourrait aider à envoyer un cosmonaute nord-coréen dans l'espace, un enjeu de prestige en quelque sorte, et la Russie pourrait également aider à construire des satellites pour la Corée du Nord. D'autre part, en ce qui concerne la coopération militaro-technique, par définition, on ne sait pas grand-chose. D'abord parce qu'évidemment, c'est un sujet que tout le monde attendait au tournant, qui fait déjà les grands titres dans les manchettes des médias occidentaux depuis au moins 15 jours. Mais d'autre part, parce qu'il y a quand même des sanctions internationales et onusiennes sur la Corée du Nord, des sanctions que la Russie a votées. Hein, pour le dernier paquet de sanctions, enfin l'autre sanction, ça remonte à 2017. La Russie les a votées, donc elle est quand même tenue de suivre ces sanctions. Et vous imaginez bien que le militaire et transfert de technologies dites duales, etc., sont sous sanctions onusiennes. Cela dit, selon notamment les Britanniques, hein, qui émettent l'hypothèse que parmi le matériel qui pourrait être concerné, alors hormis les stocks de munitions, hein, que j'avais évoqué la fois précédente, les Britanniques estiment que les Nord-Coréens pourraient notamment livrer des systèmes de lance-roquettes longue portée à la Russie, notamment l'équivalent nord-coréen des HIMARS américains, puisque les Nord-Coréens, dans leur arsenal, disposent de ce type de système qui permet de couvrir finalement une zone intermédiaire en termes de portée, hein, que les systèmes russes ne couvrent pas ou couvrent pas suffisamment. Hein. Ils ont de la très courte portée, mais ils ont de la portée très très longue, mais sur des portées intermédiaires, typiquement ce que font les HIMARS américains, et bien là, il y aurait un trou dans la raquette, et c'est quelque chose que les Nord-Coréens pourraient manifestement, hein, ce sont des hypothèses, hein, permettre de combler.
Euh, donc l'enjeu pour Moscou, c'est évidemment d'élargir le spectre de sa coopération avec la Corée du Nord, notamment en matière de coopération militaro-technique, tout en restant, jusqu'à nouvel ordre, hein, dans le cadre des sanctions internationales, des sanctions onusiennes, en essayant de ne pas franchir le pas, de tomber dans la zone grise. Évidemment que ça va être une épreuve assez technique, mais bon, on sait que les Russes ont une petite expérience en la matière, avec l'Iran notamment qu'ils ont eu pendant des années. Le facteur sud-coréen, comme je l'avais évoqué la dernière fois, me semble de moins en moins pris en compte à Moscou. En tout cas, aux États-Unis, il faut s'attendre à ce que ça soit une question, cette question de possible élargissement de la coopération militaro-technique russo-nord-coréenne, un enjeu qui soit utilisé par les Américains pour faire pression sur Séoul et que Séoul, finalement, lâche du lest et accepte de transférer à l'Ukraine du matériel qui jusqu'à présent elle ne souhaite pas transférer pour préserver, j'allais dire, sa coopération à minima avec la Russie et ne pas rentrer un peu plus dans voilà, ce jeu de transfert de matériel létal à l'Ukraine. Et donc, les Américains pourraient chercher à ce que les Sud-Coréens envoient autre chose que des kits médicaux, des gilets pare-balles, des casques, etc. et commencent à livrer des obusiers, des munitions, des choses beaucoup plus létales qui seront donc employés contre les soldats russes sur le champ de bataille. Bon, on va voir jusqu'où cela peut aller, mais en tout cas, cette visite peut marquer un tournant dans la relation entre la Russie et la Corée du Nord et effectivement inaugurer un nouveau paradigme dans lequel la coopération militaro-technique, pourquoi pas, sera amenée à jouer un rôle un peu plus grand. Troisième rubrique, c'est les relations entre l'Allemagne et l'Ukraine, puisque la ministre allemande des Affaires étrangères, Madame Annalena Baerbock, s'est rendue à Kiev, une nouvelle visite inopinée. Elle est venue avec une enveloppe de 20 millions d'euros d'aide humanitaire pour l'Ukraine. Alors, ce qui est intéressant, c'est la façon dont cette visite a été traitée dans les médias occidentaux notamment. Enfin, on s'est aperçu que les grands thèmes qui ont été évoqués, notamment lors de la conférence de presse avec son homologue, M. Kouleba, c'était la question de la lutte contre la corruption. C'est-à-dire que Mme Barbuck a quand même eu des déclarations et des passages dans ces déclarations quelque chose qui a été rapporté dans la presse, où on voit qu'elle rappelle que selon elle, l'avenir de l'Ukraine se situe en Europe, dans l'Union européenne, mais qu'en vue de cette intégration, l'Ukraine a encore un très long chemin à faire, notamment d'une part en termes de lutte contre la corruption, ça l'a clairement rappelé, et ça fait écho à un débat qui monte en puissance, en tout cas un sujet qui monte en puissance dans les médias américains, où il y a eu beaucoup d'articles ces dernières semaines sur le thème de la corruption. Je rappelle, ça renvoie au cas de M. Reznikov, hein, qui officiellement quand même a été débarqué de son portefeuille de ministre pour soi-disant des schémas de corruption, mais il a été, comme je l'avais souligné, replacé, recasé à Londres en poste d'ambassadeur, un poste assez prestigieux, donc c'est pas non plus une sanction extrêmement sévère. Donc d'une part la corruption, et d'autre part, selon elle, toujours, hein, en termes de chantier auxquels les Ukrainiens doivent s'atteler, eh bien, c'est l'état de droit, la réforme de la justice, etc., etc., alors qu'on est quand même dans un contexte de guerre, et donc ce sont des réformes systémiques d'ampleur qu'il faut entreprendre, mais dans un contexte de conflit, ce qui évidemment interroge. Alors, ces préoccupations de Mme Barbuck sur la corruption font écho aussi à un autre article que j'ai remarqué dans le New York Times, un article qui porte sur la responsable de l'agence USAID, hein, vous savez, c'est l'agence américaine internationale pour le développement, Madame Samantha Power, qui clairement tire la sonnette d'alarme sur le contrôle de l'argent qui arrive en Ukraine. Hein. Elle explique qu'il y a des flux d'argent massifs qui arrivent évidemment en Ukraine en termes d'aide, d'assistance, etc., mais que selon elle, le contrôle sur cet argent, en fait, est quasiment inexistant aujourd'hui, en tout cas pas suffisant. Et cela renvoie évidemment à cet enjeu de contrôle de ces flux et de ce qu'on va faire de cet argent ensuite sur le terrain. L'Allemagne a également annoncé un nouveau paquet d'aide militaire pour l'Ukraine. Alors, je ne vais pas vous faire le détail, mais qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'il y a une vingtaine de véhicules d'infanterie Marder qui vont être livrés. Alors, vous savez, véhicules d'infanterie, ce sont ces véhicules blindés dans lesquels on met les fantassins, puis qu'on va projeter dans la zone de combat, d'affrontement, pour aller en montée à l'assaut, de position, etc. Donc, ce ne sont pas des chars d'assaut, ce n'est pas des léopards, ce sont des véhicules plus légers. Donc, une vingtaine de ces véhicules, des engins de déminage, des systèmes de lutte anti-drone, 1,5 million de cartouches pour des armes légères et de petit calibre. Je rappelle que dans le dernier paquet américain, il y en avait 3 millions et qu'on était sur une fourchette plutôt moyenne basse, du matériel médical et 3000 obus de 155 mm. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière,
Je vais vous donner la moyenne des obus consommés quotidiennement par l'Ukraine sur le champ de bataille. Visiblement, chaque jour, ils tirent environ 8000 obus. Donc, vous voyez, les Allemands donnent 3000 obus, ça fait que c'est quelque chose qu'ils vont consommer en quelques heures, manifestement, d'après ce qu'on en sait sur les cadences de tir de ces obus-là. Donc ça renvoie au problème de production d'obus d'une manière générale dans un conflit qui, avant tout, met l'artillerie en bonne place. Et toujours pour terminer sur l'Allemagne, je relève une déclaration de M. Boris Pistorius. Boris Pistorius, c'est le ministre allemand de la Défense, qui, dans une conférence qu'il a donnée dans un centre d'analyse stratégique en Allemagne, hein, expliquait que selon lui, la Russie aujourd'hui n'est pas du tout disposée à discuter et n'est pas ouverte à des discussions en vue qui pourraient déboucher donc sur une cessation des hostilités. Et toujours selon lui, au contraire, la Russie se prépare à une guerre qui sera longue. Donc ça fait lien à ce que je vous disais juste avant, notamment sur les obus, les stocks de munitions, et comment est-ce qu'on fait si on se place dans une perspective d'un long conflit, perspective dans laquelle manifestement, d'après M. Pistorius, la Russie semble s'inscrire. Une rencontre qui va avoir lieu à Istanbul le 21 septembre, une rencontre entre responsables turcs, japonais et ukrainiens. Une conférence donc, dont le thème sera la reconstruction économique de l'Ukraine, à laquelle participeront des officiels japonais, de l'ambassade du Japon en Turquie, mais également des responsables et des représentants de conglomérats japonais très puissants, notamment Mitsubishi, mais pas seulement, en vue de commencer à réfléchir sur un agenda de reconstruction de l'Ukraine. Donc, ce sera un élément à suivre parce que les Japonais restent quand même assez discrets. Alors, ils appliquent les sanctions, ils sont évidemment dans la coalition, mais ils se restent quand même relativement discrets sur ce sujet-là et ils ont toujours un agenda économique quelque part manifestement en tête, donc à suivre. Et puis l'actualité qui vient de tomber, une nouvelle sanction américaine sur des personnalités des entités russes, donc une vingtaine de personnalités russes qui tombent sur des sanctions américaines. Et plusieurs dizaines de sociétés, je vais en citer quelques-unes, hein, la banque Akabars, donc ça c'est le conglomérat tatarstanais. Il y a le conglomérat Akabars, et puis il y a différentes filiales. Manifestement, la banque Akabars est tombée dans le scope du régulateur américain. Rosavtodor, de manière peut-être un peu plus anecdotique, encore que Avtovaz, Moskvitch également, et Transmash Holding avec son directeur, son président, M. Bokharev, qui tombe donc sur les listes de sanctions américaines. Bon, il y a d'autres personnes, mais pour finir sur ce sujet russo-américain, aujourd'hui, le MID a notifié à l'ambassade américaine l'expulsion du premier et du deuxième secrétaire de l'ambassade américaine à Moscou, qui sont déclarés personnes non grata et qui ont une semaine pour quitter la Russie, puisque les autorités russes les accusent d'activités illégales en lien avec du renseignement, à relier avec l'arrestation en Extrême-Orient. Arnaud en avait parlé, hein, d'un ancien collaborateur de l'ambassade américaine qui est accusé donc d'activités d'espionnage. Voilà. Merci beaucoup, Igor. Alors, on a un peu déjà dépassé notre temps de parole. On va donc finir avec une petite mais double question d'un de nos auditeurs fidèles concernant la Corée du Nord. Première partie, comment sont perçus la Corée du Nord et Kim par les élites et le peuple russe? Et deuxième question sur le même thème, des commentaires chinois sur la rencontre Kim-Poutine. Alors sur la deuxième question, je vais tout de suite dire que je sèche, j'ai pas vu passer. Je regarderai pour la prochaine fois si j'arrive à en trouver. Effectivement, c'est intéressant. Sur la première, on peut apporter deux éléments de réponse. Tout d'abord, je rappelle qu'il y avait jusqu'à 2020 de tête, hein, environ 40 000 travailleurs nord-coréens qui travaillaient dans l'extrême-orient russe, hein. Ça faisait partie de cette main-d'œuvre qui venait travailler sur des chantiers, notamment, hein. C'est beaucoup pour de la construction du BTP. À cause des sanctions que j'évoquais auparavant, hein, donc la vague de sanctions de 2017, il a été interdit à la Corée du Nord d'exporter sa force de travail. C'est comme ça que c'est présenté dans les textes onusiens. Et donc la Russie, alors, en vertu de ces sanctions, les pays qui avaient de la main-d'œuvre nord-coréenne avaient 24 mois pour se conformer aux sanctions onusiennes et donc expulser les travailleurs nord-coréens et les renvoyer en Corée du Nord. Bon. Je crois que pour la Russie, les derniers contingents ont quitté justement en 2019-2020, avant la pandémie ou juste pendant la pandémie. Je crois que c'était pendant la pandémie, c'était un enjeu de discussion d'ailleurs bilatéral, puisqu'il y avait des Nord-Coréens qui étaient bloqués en Russie pendant le Covid. Donc c'était au début de la pandémie. Donc, je pense qu'en Extrême-Orient, il y a une perception, puisque là, il y a une expérience, hein. 40 000, ça fait un petit contingent, mais pour une région qui n'est pas très, très densément peuplée, je pense que ça passe pas inaperçu. Maintenant, on ne les voit
pas vraiment, on n'en voit plus, on ne les voit plus vraiment. Et donc, je pense que pour la population, la représentation, elle est neutre, mais en tout cas, pour reprendre la terminologie aujourd'hui en vigueur, je pense qu'ils sont pas ils sont pas perçus comme des personnalités inamicales, mais plutôt comme des gens neutres, ou plutôt de manière plutôt positive. Mais je regarderai si je vois des sondages passer ou des choses comme ça, je les répercuterai la semaine prochaine. Il y a aussi, Igor, enfin, un facteur de bon sens, c'est que on connaît mal la Corée du Nord. C'est pas un pays aussi largement visité que la France, c'est le cas de le dire. Donc beaucoup de choses autour de la Corée du Nord restent extrêmement mythologiques et mythifiées. Je n'ai pas l'impression que ce soit le pays du bonheur. Pas encore, en tout cas. De très brèves observations sur le sujet nord-coréen. L'impression générale, en tout cas au sein des élites ou des spécialistes de relations internationales, c'est quand même un retour de balancier historique très spectaculaire. C'est-à-dire que l'URSS était, en tout cas au tout début, entre 50 et 53, pendant le conflit, euh, à l'origine pratiquement de la Corée du Nord, un soutien militaire majeur. Et puis les choses étaient un petit peu distendues. Et après 91, la Russie avait regardé vers l'autre Corée, la Corée du Sud. Et le principal partenaire de Moscou sur la péninsule coréenne ces 20 dernières années, c'était Séoul. Et ça reste Séoul d'ailleurs dans certains domaines économiques très précis, construction navale, civile en particulier. Donc là, il y a un retour de balancier assez spectaculaire et une Russie qui a besoin apparemment de certains matériels et compétences nord-coréennes. Le deuxième point sur la Corée du Nord. Et Kim Poutine, perception Oui, chinoise. alors, ouais, dans les perspectives chinoises, je passe mon tour aussi. Oui, un point quand même sur les sanctions, ce que la Russie peut faire et va faire. Il y a eu des déclarations de Sergueï Lavrov ces dernières heures. Il faudra voir s'il y a de nouvelles déclarations sur le sujet qui laissaient entendre finalement que les sanctions, pourquoi la Russie, en substance, hein, il faudra regarder le phrasé précis, mais en substance, pourquoi la Russie respecterait des limitations alors que les Occidentaux ont foulé aux pieds le droit international en imposant eux-mêmes des sanctions. Donc là, il y a, à mon avis, c'est un indice Mm. sur ce que la Russie envisage. Il va se passer des choses. Il va se passer des choses entre la Corée du Nord et la Russie, et je serais personnellement très surpris que l'esprit et la lettre des sanctions votées par la Russie soient totalement appliquées. Autrement, il n'y a aucun sens à tout ce qui se passe, tout simplement. Nous vous en avons fait part. Nous avons désormais un ami taliban. Nous allons travailler d'arrache-pied, toute l'équipe, pour vous présenter un ami nord-coréen. Bah, je saisis la balle au vol, la balle au rebond. Hein, il y a une question qui vient d'être posée par un ami qui nous suit fidèlement également pour savoir si jamais ces hypothétiques livraisons d'armes pourraient changer la donne sur le champ de bataille. Moi, j'ai envie de faire une réponse. Comme les livraisons d'armes occidentales ne sont pas de nature à changer fondamentalement la donne sur le champ de bataille, c'est une mythe de l'arme extraordinaire ou de l'arme fantastique qui va complètement renverser les choses. On s'aperçoit que ce sont des illusions. Dans l'autre sens, c'est pareil. Je pense pas que ce soit de nature à changer fondamentalement les choses. Pour l'instant, on raisonne sur des hypothèses. Si tant est que ces hypothèses se réalisent, il faudrait voir sous quel délai, dans quelle quantité, quelle forme, quel matériel, etc. Tout ça nous amène au moins à l'année prochaine, début d'année prochaine, mais je pense pas a priori que ça soit de nature à retourner la table. Merci beaucoup à tous donc pour toutes ces précisions. Fin de ce briefing 168 et nous nous retrouvons jeudi prochain. Comme toujours, la CCI France-Russe se tient à vos côtés. Tenez bon. J'aimerais vous le dire en nord-coréen la fois prochaine.